L'exécuteur des hautes œuvres par Adolfo de Castro. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu à affronter le danger d'une exécution légale, j'ai une assez étrange horreur de la chaise électrique, considérée comme objet. À dire vrai, j'estime que le sujet me donne un frisson plus violent que ce qu'il donne, en plus grand nombre, à l'homme qui est passé en jugement pour un crime passible de la peine de mort. La raison en est la suivante. J'associe cet objet à un incident remontant à 40 ans. Un incident très étrange qui m'a mené tout près du bord du gouffre sombre de l'inconnu. En 1889, j'étais expert comptable et enquêteur pour le compte de la Tlaxcala Mining Sai de San Francisco, qui exploitait plusieurs petites concessions d'argent et de cuivre dans les montagnes de San Mateo au Mexique. Il y avait eu quelques ennuis à la mine numéro 3, qui avait un directeur adjoint revêche, sournois, du nom d'Arthur Feldon. Le 6 août, la société recevait un télégramme lui annonçant que Feldon avait décampé, emportant archives, valeurs et papiers privés, et laissant d'une façon générale les registres du personnel et la situation financière dans la plus grande confusion. C'était un coup dur pour la société. Vers la fin de la soirée, le président McComb m'appela dans son bureau et me donna des ordres tendant à récupérer ses papiers à tout prix. On risquait, il le savait, de graves inconvénients. Je n'avais jamais vu Feldon, et on ne disposait que de photographies très quelconques. De plus, la date de mon mariage avait été fixée au jeudi de la semaine suivante, soit 9 jours plus tard. Pas davantage. Si bien que je ne mettais naturellement aucun empressement à être expédié au Mexique, dans une chasse à l'homme de durée indéterminée. Cependant, l'urgence était telle que Macomb se sentait justifié à me demander de partir sur le champ, et de mon côté, je me disais qu'une acceptation immédiate de ma part aurait une influence favorable sur ma situation, dans le sein de la compagnie. Je devais partir le soir même, en utilisant le wagon privé du président jusqu'à Mexico, après quoi j'emprunterais un chemin de fer à voie étroite jusqu'aux mines. Dès mon arrivée, Jackson, le deuxième sous-directeur, me donnerait tous les détails et tous les indices éventuels. Et les recherches commenceraient sans délai à travers les montagnes, le long des côtes ou parmi les chemins détournés menant à Mexico, selon les circonstances. Je partis avec la résolution farouche de régler l'affaire, avec succès, le plus rapidement possible. Je calmais mon mécontentement en évoquant mon retour rapide, rapportant les papiers en ramenant le coupable, et un mariage qui deviendrait ainsi comme une cérémonie triomphale. Après avoir prévenu ma famille, ma fiancée et mes principaux amis, fait hâtivement mes préparatifs de voyage, je rencontrai le président McComb à 8h du soir au dépôt de la Southern Pacific, reçu de lui des instructions écrites et un carnet de chèques, et parti dans sa voiture accrochée au train transcontinental de 8h15, se dirigeant vers l'Est. Le voyage qui commençait ainsi paraissait destiné à être sans événement, et après une bonne nuit de sommeil, je savourais le confort de la voiture privée qu'on avait eu la délicate pensée de me réserver. Je lus avec soin mes instructions écrites, je dressai des plans visant à la capture de Feldon et à la récupération des documents. Je connaissais très bien la région de Tlaxcala, bien mieux très probablement que l'homme disparu, d'où certains avantages en ma faveur, à moins qu'il n'ait déjà emprunté le chemin de fer. D'après la note qui m'avait été remise, Feldon avait depuis quelque temps causé des soucis au directeur Jackson. Il agissait hypocritement, et il travaillait sans contrôle dans le laboratoire de la compagnie à des heures irrégulières. Il était vivement soupçonné de s'être compromis avec un patron mexicain et plusieurs péons dans des vols de minerais. Bien que les indigènes aient été congédiés, il n'y avait pas assez de preuves pour justifier une mesure positive à l'égard de cet employé subtil. En vérité, malgré son esprit cachotier, il semblait y avoir plus de méfiance que de culpabilité dans le comportement de cet homme. Il prenait une attitude agressive, il parlait comme si c'était la compagnie qui le trompait et non pas lui qui trompait la compagnie. La surveillance visible de ses collègues, écrivait Jackson, semblait l'irriter de plus en plus, et à présent, il avait quitté le bureau en emportant tout ce qui pouvait présenter de l'importance. On ne pouvait faire aucune supposition sur l'endroit où il se trouvait. Cependant, le télégramme final de Jackson suggérait les pentes sauvages de la Sierra des Malinches. Ce pic élevé en pain de sucre se dressait au milieu d'une région riche en légendes. Les voleurs indigènes étaient, disait-on, des environs. À El Paso, où nous sommes arrivés à 2h du matin, le lendemain de notre départ,
Mon wagon privé fut détaché du train transcontinental et accroché à une machine spécialement commandée par télégramme pour l'emmener vers le sud, jusqu'à Mexico. Je continuais à somnoler jusqu'à l'aube et pendant toute la journée du lendemain. Je m'impatientais devant le paysage plat du désert de Chihuahua. Le personnel du train m'avait dit que nous devions arriver à Mexico le vendredi à midi, mais je pus bientôt constater que des retards sans nombre nous faisaient perdre des heures précieuses. Il y avait des attentes sur une voie de garage tout au long du trajet, sur une voie unique, et de temps à autre, une boîte d'essieux qui chauffait ou quelque autre difficulté venait encore bouleverser l'horaire. À Torreón, nous avons 6 heures de retard, et c'est seulement un peu avant 8 heures le vendredi soir que de 12 heures pleines de retard sur le tableau de marche, le conducteur consentit à accélérer pour essayer de rattraper un peu du temps perdu. Mes nerfs étaient à bout, et je ne pouvais, désespéré, qu'arpenter le wagon. Finalement, je m'aperçus que cette accélération avait été chèrement payée, car en moins d'une demi-heure, les symptômes indiquant qu'une boîte d'essieux s'étant mise à chauffer apparaissaient dans ma propre voiture, si bien qu'après une attente affolante, le personnel décida qu'il convenait d'examiner à fond tous les roulements, après avoir fait un bond à une vitesse réduite au quart de l'allure normale pour gagner la première station possédant des ateliers, la ville industrielle de Querétaro. C'était le comble. J'étais à 2 doigts de piétiner d'impatience comme un enfant. En réalité, je me surprenais parfois à pousser le bras de mon fauteuil comme pour essayer d'activer la marche du train qui se déplaçait à une allure d'escargot. Il était presque 10 heures du soir quand nous entrâmes en gare de Querétaro. Je passais 1 heure à m'exaspérer sur le quai de la gare pendant qu'on faisait passer mon wagon sur une voie de garage pour être examiné par une douzaine de mécaniciens indigènes. Finalement, ils me dirent que le travail était trop compliqué pour eux car le bogie avait nécessité des pièces de rechange qu'on ne pouvait pas trouver avant Mexico. En vérité, tout semblait se liguer contre moi et je grinçais des dents en pensant à Feldon qui s'éloignait de plus en plus, qui était peut-être déjà à Veracruz avec toute facilité pour embarquer à bord d'un bateau ou à Mexico avec ses possibilités ferroviaires. Et pendant ce temps-là, de nouveaux retards m'immobilisaient sans que je puisse rien y faire. Bien entendu, Jackson avait prévenu la police dans toutes les villes voisines, mais je constatais avec tristesse que cela ne menait pas à grand-chose. Le mieux que je pouvais faire, ne tardai-je pas à constater, était de prendre l'express de nuit régulier pour Mexico qui part d'Aguascalientes et s'arrête 5 minutes à Querétaro. Il serait là à 1 heure du matin sauf retard et devrait arriver à Mexico samedi à 5 heures du matin. En prenant mon billet, je m'aperçus que le train serait composé de wagons à compartiments du style européen au lieu des voitures américaines longues avec leurs rangées de fauteuils à 2 places. On les avait beaucoup utilisés dans les débuts des chemins de fer mexicains, en raison des intérêts des constructeurs européens dans les premières lignes. Et en 1889, le Mexican Central en faisait encore rouler un bon nombre sur les parcours les moins longs. D'habitude, je préfère les voitures américaines, car j'ai horreur d'avoir des gens en face de moi. Mais pour une fois, je me félicitais d'être dans l'une de ces voitures étrangères. À une telle heure de la nuit, j'avais toutes les raisons d'espérer avoir un compartiment pour moi seul, et dans mon état de fatigue nerveuse et d'hypersensibilité, cette solitude serait la bienvenue, aussi bien que le siège confortablement rembourré, ses accoudoirs et appuie-tête moelleux sur toute la largeur de la voiture. Je pris un billet de première, allai rechercher ma valise dans le wagon spécial rangé sur la voie de garage, télégraphiai au président McComb et à Jackson pour leur faire savoir ce qui était arrivé et m'installai dans la gare pour attendre l'express de nuit avec autant de patience que me le permettaient mes nerfs épuisés de fatigue. Par miracle, le train n'avait qu'une demi-heure de retard, mais même ainsi, cette attente solitaire dans la gare était presque venue à bout de mon endurance. Le conducteur, en me faisant monter dans mon compartiment, me dit qu'il espérait rattraper son retard et arriver dans la capitale à l'heure prévue. Je m'installai confortablement sur le siège dans le sens de la marche, en m'étirant les membres et dans l'espoir de rester là tranquillement pendant 3 heures et demie d'affilée. La lumière venant d'une lampe à huile placée au-dessus de ma tête était doucement atténuée, et je me demandais si je pourrais, malgré mon anxiété et ma tension nerveuse, prendre au passage quelques instants d'un sommeil dont j'avais grand besoin. Quand le train se mit en marche, j'avais l'impression d'être seul et j'en étais sincèrement heureux. Mes pensées allaient de l'avant et ma volonté, et je hochais la tête selon le rythme de la suite de wagons qui s'accélérait. Alors soudain je m'aperçus qu'en fait je n'étais pas seul dans la voiture. Dans le coin qui me faisait face en diagonale, recroquevillé sur lui-même, de sorte qu'on ne voyait pas son visage, était assis un homme mal vêtu d'une taille inhabituelle, que la lumière faible ne m'avait pas jusque-là permis d'apercevoir.
À côté de lui, sur la banquette, il y avait une énorme valise, culottée et bourrée, que ses mains curieusement minces tenaient étroitement serrées, même pendant son sommeil. La locomotive avait poussé un sifflement aigu en franchissant une courbe ou un aiguillage, et le dormeur eut un sursaut nerveux dans son demi-sommeil qui restait vigilant. Il releva la tête et révéla un visage beau, encadré d'une barbe et visiblement anglo-saxon, avec des yeux sombres et brillants. En me voyant, il se réveilla complètement et je fus surpris par l'expression farouche et presque hostile de son regard. Il n'y avait pas de doute, me dis-je. Il regrette ma présence, alors qu'il avait espéré avoir le compartiment pour lui seul pendant tout le parcours, exactement comme j'avais été moi-même désappointé de découvrir une présence étrangère dans ce compartiment mal éclairé. Le mieux qu'il aurait pu faire cependant c'eût été d'accepter la situation de bonne grâce, si bien que je voulus demander à cet homme d'excuser mon intrusion. Il semblait être un compatriote américain et nous aurions pu nous sentir mieux à l'aise après un échange de civilités. Alors nous aurions pu nous laisser mutuellement en paix pendant le reste du voyage. À ma surprise, l'étranger ne répondit pas un mot à mes avances. Au contraire, il ne cessa de me dévisager d'un air furieux et presque inquisiteur, écarta mon offre, embarrassé d'un cigare d'un mouvement nerveux, de côté de sa main libre. Son autre main était toujours cramponnée à sa grande valise usée et l'ensemble de sa personne semblait irradier quelque obscure malignité. Au bout d'un certain temps, il se tourna brusquement vers la fenêtre, bien qu'il n'y ait rien eu à voir dans l'épaisse obscurité qui régnait au dehors. Assez curieusement, il avait l'air de regarder avec autant d'attention que s'il y avait eu vraiment quelque chose à voir. Je décidai de le laisser à ses caprices et à ses méditations sans l'importuner davantage. Je m'enfonçai dans mon siège, rabattis sur mon visage le bord de mon feutre souple et fermai les yeux en faisant un effort pour faire venir ce sommeil sur lequel j'avais à moitié compté. Je n'avais pas dû somnoler très longtemps ni très profondément quand mes yeux se rouvrirent comme pour répondre à l'action d'une force extérieure. Je les refermai avec une certaine détermination, recommençai à chercher le sommeil mais sans aucun résultat. Une influence occulte semblait s'appliquer à me maintenir éveillé. Je levai donc la tête, je fis des yeux le tour du compartiment, faiblement éclairé, pour voir si rien ne clochait. Tout paraissait normal, mais je remarquai que l'étranger assis dans le coin en face de moi me regardait avec la plus vive attention. Avec attention, mais sans la bienveillance ou la cordialité qui aurait laissé supposer un changement dans son attitude depuis le début maussade. Cette fois, je n'essayais pas d'engager la conversation, mais je me renversai en arrière dans la pose que j'avais prise antérieurement pour dormir, en fermant à moitié les yeux pour le cas où je me serais de nouveau assoupi, et cependant en continuant à le surveiller avec curiosité sous le bord baissé de mon chapeau. Tandis que le train, dans un bruit de ferraille, poursuivait sa route à travers la nuit, je vis une métamorphose subtile et graduelle s'opérer dans l'expression de cet homme qui m'examinait. Évidemment satisfait de me voir dormir, il laissait paraître sur son visage un curieux mélange d'émotions, dont la nature semblait n'avoir rien de rassurant. La haine, la crainte, le triomphe et le fanatisme apparaissaient par intermittence sur le contour de ses lèvres, au coin de ses yeux, tandis que son regard luisait d'une rapacité et d'une férocité alarmantes. Soudain, l'idée me vint que cet homme était fou, et dangereusement. Je ne vais pas prétendre que je n'étais pas profondément et complètement terrifié quand j'ai vu où les choses en étaient. J'étais inondé de sueur des pieds à la tête, et j'avais beaucoup de mal à conserver mon attitude détendue et somnolente. La vie avait alors bien des attraits pour moi, et l'idée d'avoir affaire à un maniaque de l'homicide, peut-être armé et certainement vigoureux à un point extrême, était consternante et terrifiante. Mon infériorité dans un affrontement, quel qu'il fût, était énorme, car l'homme était une sorte de géant, évidemment soumis à un entraînement athlétique, tandis que j'avais toujours été plutôt frêle, et j'étais alors presque épuisé à force d'anxiété, d'insomnie et de tension nerveuse. C'était indéniablement un mauvais moment pour moi, et je sentais assez proche une mort horrible, et constatant la folie furieuse qui se faisait jour dans les yeux de cet étranger. Des événements de mon passé revenaient à la surface de ma conscience comme en guise d'adieu, exactement comme un homme en train de se noyer voit, dit-on, au tout dernier moment ressurgir toute son existence devant lui. J'avais naturellement mon revolver dans la poche de mon veston,
mais le moindre mouvement que j'aurais fait pour le saisir et le tirer de ma poche aurait été immédiatement vu de lui. De plus, si j'arrivais à le prendre en main, rien ne dit l'effet que cela pourrait avoir sur ce maniaque. Même si je tirais sur lui 1 ou 2 fois, il pourrait encore avoir assez de force pour me reprendre l'arme et disposer de moi comme il l'entendrait. Ou bien il s'était armé lui-même. Il pourrait me tirer dessus ou me donner un coup de couteau sans avoir à essayer de me désarmer. Seul un homme de bon sens peut être intimidé par la menace d'un pistolet. La complète indifférence du fou à l'égard des conséquences lui confère une force et une agressivité surhumaines. Que cet étranger installé dans le coin en face de moi ait été sur le point de se lancer dans une action meurtrière, ses yeux flamboyants, les contractions de ses muscles faciaux, ne permettaient pas d'en douter un instant. J'entendis soudain sa respiration devenir haletante d'énervement. Je vis sa poitrine se soulever sous l'influence d'une excitation croissante. Le moment d'étaler son jeu était tout proche, et j'essayais désespérément de trouver ce que j'avais de mieux à faire. Sans cesser de simuler le sommeil, je fis glisser progressivement ma main droite vers la poche contenant mon pistolet. Pendant ce temps, je ne cessais de surveiller le fou pour voir s'il se rendait compte de ma manœuvre. C'est malheureusement ce qui se passa, presque avant que ce fait ait été trahi par son expression. D'un bond incroyable de soudaineté et d'agilité pour un homme de sa taille, il se trouva sur moi avant que j'aie pu me rendre compte de ce qui m'arrivait. La silhouette se détachait et se penchait en avant comme celle de l'ogre de la légende. Il m'immobilisa d'une main puissante et de l'autre il me devança en s'emparant du revolver. Après l'avoir pris dans ma poche et transféré dans la sienne, il me lâcha avec un air de mépris, sachant très bien que sa force me mettait entièrement à sa merci. Alors il se redressa de toute sa taille, sa tête touchait presque le plafond du wagon, et il me regarda de toute sa hauteur avec des yeux où la rage avait rapidement laissé place à un mépris condescendant et à un air calculateur de vampire. Je ne bougeais pas et au bout d'un moment, l'homme reprit sa place en face de moi avec un affreux sourire. Il ouvrit sa grande valise bourrée et en sortit un objet d'un aspect particulier. Une assez grande cage de fil semi-flexible, tissée un peu comme le masque du batteur de baseball, et dont la forme ressemblait davantage à celle d'un masque de plongée. Sa partie supérieure était reliée à un cordon dont l'autre extrémité était restée dans la valise. Il traitait cet appareil avec une tendresse évidente. Il l'avait posé sur ses genoux et me regardait de nouveau en humectant d'un mouvement de langue presque félin ses lèvres ourlées de barbe. Alors il parla pour la première fois, d'une voix grave, enjouée, douce, et cultivée à un point qui contrastait étonnamment avec ses vêtements grossiers en velours côtelé et son aspect d'homme mal tenu. « Vous avez de la chance, monsieur. Vous allez être le premier. Vous allez entrer dans l'histoire en qualité de premier bénéficiaire d'une remarquable invention, aux immenses conséquences sociologiques. Je vais, comme qui dirait, faire briller ma lumière. J'émets continuellement des radiations, mais personne ne s'en doute. À présent, vous allez voir. Un cobaye intelligent, des chats et des baudets. Ça a même marché avec un baudet. » Il marqua un temps. Son visage barbu entama un mouvement convulsif, rigoureusement synchronisé avec une rotation de toute la tête. C'était comme s'il avait voulu secouer l'influence nébuleuse de quelque médium faisant obstruction, car à la suite de ce geste, son expression devint plus claire ou plus subtile. Ce changement dissimulait une folie devenue plus évidente sous une expression aimable, laissant à peine paraître un air sournois. Je saisis immédiatement la différence et risquai un mot pour voir si je ne pourrais pas orienter son esprit dans une direction plus inoffensive. « Vous semblez là avoir un merveilleux instrument, autant que je puisse en juger. Voudriez-vous me dire comment vous avez été amené à l'inventer ?»« Par simple réflexion logique, mon cher monsieur. Je me suis inspiré des besoins de notre époque et j'ai agi en conséquence. D'autres que moi auraient pu en faire autant s'ils avaient eu un esprit aussi puissant, c'est-à-dire capable d'une concentration aussi soutenue que le mien. J'avais la conviction, la volonté puissante qui fait tout. Je me suis rendu compte, comme jamais personne ne l'avait encore fait, de l'obligation impérative qu'il y a à faire disparaître tout le monde de cette terre avant le retour de Quetzalcoatl, et j'ai également compris la nécessité de le faire élégamment.
J'ai horreur de la boucherie quelle qu'elle soit, et la pendaison est d'une grossière barbarie. Vous le savez, l'an dernier, la législation de l'État de New York a adopté le principe de l'électrocution pour l'exécution des condamnés à mort. Mais l'appareil qu'on en avait en vue est aussi primitif que la première locomotive de Stephenson ou le premier moteur électrique de Davenport. Je connaissais un meilleur moyen. Je leur ai dit, mais ils n'y ont pas pris garde. Mon Dieu, quels idiots. Comme si je n'avais pas su tout ce qu'il y a à savoir sur les hommes, la mort, l'électricité. Comme savant, comme homme, comme jeune garçon, technicien, ingénieur, soldat de fortune. Il se renversa en arrière. Ses yeux se rétrécirent. J'étais dans l'armée de Maximilien il y a 20 ans, et même davantage. On allait m'anoblir. Mais ces salauds de métèques l'ont tué et j'ai dû rentrer chez moi. Et je suis revenu. Reparti. Revenu. J'habite à Rochester, dans l'État de New York. Ses yeux prirent une expression encore plus sournoise. Il se pencha en avant, effleura mon genou d'une main qui, comme par paradoxe, était très délicate. « Je suis revenu, disais-je, et j'ai été plus en profondeur qu'aucun d'entre eux. Je déteste les métèques, mais j'aime les Mexicains. Une devinette. Écoutez-moi, mon jeune ami, vous ne pensez tout de même pas que le Mexique est vraiment espagnol, non ? Mon Dieu, si vous connaissiez les tribus que je connais, dans les montagnes, Anahuac, Tenochtitlan, les anciens. » Sa voix se mua en une sorte de mélopée qui avait un côté musical. « Ia, Huitzilopochtli, Nahuatlacatl, 777, Xochimilca Chalca, Tepaneca, Acolua Tlahuica, Tzaltecla Azteca, Ia. J'ai été aux 7 cavernes de Ximostoc, mais personne ne saura. Je vous le dis, parce que vous ne le répéterez jamais. » Il se redressa et reprit le ton de la conversation. Je vous surprendrai en vous disant ce qu'on apprend dans les montagnes. Huitzilopochtli revient, on ne peut en douter. N'importe quel péon au sud de Mexico pourra vous le dire. Mais je n'avais l'intention de me taire à ce sujet. Je rentrais chez moi, comme je vous le disais, à chaque instant, et j'allais faire bénéficier la société de mon exécuteur électrique, lorsque cette maudite législature d'Albanie a adopté l'autre système. Une plaisanterie, monsieur, une plaisanterie. Le fauteuil de grand-père assis au coin du feu. Hawthorne. L'homme ricanait dans une parodie morbide de la bonne humeur. Eh bien, monsieur, j'accepterai d'être le premier homme à m'asseoir dans leur sacré fauteuil et à sentir passer leur courant de 2 fois rien. Je ne ferai même pas la danse de la grenouille. Et ils s'attendent à tuer les assassins avec ça. Décoration du mérite, tout ça. Mais alors, jeunes gens, j'ai vu l'inutilité, l'illogisme qui ne rime à rien, en quelque sorte, qu'il n'y avait à ne tuer qu'un petit nombre de gens. Tout le monde est meurtrier. On tue les idées, on dérobe les inventions, on m'a dérobé la mienne, en regardant. L'homme s'étranglait. Il s'arrêta et je pris pour parler un ton apaisant. Je suis sûr que votre invention était de loin la meilleure, et on finira probablement par l'utiliser. Sûr, n'est-ce pas? Charmante, apaisante, prudente assurance. Je me fous pas mal de ce dont vous vous souciez, et vous ne tarderez pas à le savoir. Eh bien, que le diable vous emporte. Tout le bien qu'on tirera jamais de cette chaise électrique m'aura été volé. Le fantôme de Nezahualpilli me l'a dit sur la montagne sacrée. Ils ont regardé, et regardé, et regardé.
Il s'étrangla de nouveau et eut l'une de ces mimiques dans lesquelles sa tête et les traits de son visage étaient secoués simultanément. Cela parut le calmer, provisoirement. Ce dont mon invention a besoin, c'est d'essai. Cette invention est ici. Le capuchon du fil ou filet de tête est flexible et se passe facilement. Le collier maintient sans étouffer. Les électrodes sont en contact avec le front et la base du cervelet. Tout ce qui est nécessaire. Arrêtez le fonctionnement de la tête, qu'est-ce qui peut continuer à marcher? Ces idiots d'Albanie avec leurs fauteuils de chêne sculptés croyaient avoir besoin de construire un appareil allant des pieds à la tête. Les idiots. Ils ne savent donc pas quand on a besoin de tirer dans le corps d'un homme quand on lui a traversé le cerveau. J'ai vu des hommes mourir au combat, je sais mieux. Et leurs stupides circuits à haute tension, dynamo, tout ce qui s'ensuit. Pourquoi n'ont-ils pas vu ce que j'ai fait avec un accumulateur? Personne n'en a entendu parler, personne ne sait. Je suis le seul à détenir le secret, moi. Et eux, si je choisis de les mettre au courant. Mais il me faut des sujets d'expérience. Des sujets. Savez-vous qui j'ai choisi pour être le premier? J'essayais la jovialité, en embrayant rapidement sur la cordialité sérieuse comme sédatif. Penser rapidement et trouver les mots qu'il fallait, cela pouvait encore me sauver. Eh bien, il y a un tas de sujets excellents parmi les politiciens de San Francisco, d'où je viens. Ils ont besoin de votre traitement et j'aimerais vous aider à l'introduire. Mais réellement, je me crois, à dire vrai, capable de vous aider. J'ai une certaine influence à Sacramento et si vous rentrez aux États-Unis avec moi, lorsque j'aurai terminé mes affaires au Mexique, je veillerai à ce que vous obteniez une audience. Il répondit avec sobriété et politesse. Non, je ne peux pas retourner là-bas. J'ai juré de ne pas le faire lorsque ces criminels d'Albanie ont refusé mon invention, m'ont fait surveiller par des espions, puis s'en sont emparés. Mais il me faut des sujets américains. Ces métèques sont maudits, et ce serait trop facile. Et des Indiens pur sang, les véritables descendants du serpent à plumes, sont sacrés et inviolés. Sauf comme victimes de sacrifices convenables. Et même ceux-là doivent être mis à mort suivant un certain cérémonial. Je dois avoir des Américains sans retourner là-bas. Et il sera fait au premier homme choisi par moi. Un honneur extraordinaire. Savez-vous qui ça sera? J'essayais désespérément de gagner du temps. Oh, s'il n'y a que cela, je vous trouve une douzaine de Yankees de tout premier ordre dès que nous serons arrivés à Mexico. Je sais où il y a des tas de mineurs modestes dont la disparition passera inaperçue pendant des jours et des jours. Mais il me coupa net, en prenant soudain un air d'autorité qui était nouveau et n'était pas exempt d'une véritable dignité. Ça ira comme ça. Nous vous avons assez tourné autour du pot. Levez-vous et tenez-vous droit comme un homme. Vous êtes le sujet que j'ai choisi, et dans l'autre monde vous me remercierez de l'honneur que je vous fais exactement, comme la victime d'un sacrifice remercie le prêtre de la faire accéder à la gloire éternelle. Un nouveau principe, aucun autre homme vivant n'a rêvé d'une telle batterie, et il est possible qu'on ne tombe plus sur cette solution, dût-on faire des expériences pendant 1000 ans. Savez-vous que les atomes ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être? Un siècle après cela, un Benet quelconque se demanderait encore si je devais laisser le monde vivre. Comme je m'étais levé sur son ordre, il déroula quelques mètres supplémentaires de cordon de la valise et se mit debout à côté de moi. Il tendait vers moi le casque de fil électrique maintenu dans ses deux mains. Une expression de réelle exaltation se faisait jour sur son visage tanné et encadré de barbe. Pendant un instant, il ressembla à un mystagogue ou à un hiérophante grec radieux. Ici, ô jeunesse, une libation. Vin du cosmos, nectar des espaces interstellaires. Linos, Iacus, Ialemus, Zagreus, Dionysos, Attis, Illas, jaillit d'Apollon et tué par les chiens d'Argos, semence de Psamat, enfant du soleil. Évohé, Évohé.
Il psalmodiait de nouveau et cette fois son esprit semblait être remonté au niveau de ses souvenirs classiques datant du collège. Dans ma position debout, je remarquais le signal d'alarme au-dessus de ma tête et je me demandais si je pouvais l'atteindre en faisant un geste censé répondre ostensiblement à son humeur portée au cérémonial. Cela méritait d'être essayé, si bien qu'en répétant en contre-champ « Evoé », je lançais les bras en avant et en haut d'une manière tout à fait rituelle, espérant pouvoir tirer le signal d'alarme. Mais ce fut inutile. Il avait saisi mon intention et dirigea une main vers sa poche droite où se trouvait mon revolver. Les paroles étaient inutiles, et nous restâmes ainsi un moment comme des statues. Puis il dit avec calme « Dépêchez-vous ». De nouveau mon esprit partit frénétiquement à la recherche d'une voie de salut. Les portières ne sont pas verrouillées dans les trains mexicains, je le savais, mais mon compagnon pouvait aisément me devancer si j'essayais d'en ouvrir une et de sauter. En outre, notre vitesse était telle que, dans cet ordre d'idées, le succès aurait été aussi fatal que l'échec. La seule chose à faire était de gagner du temps. Sur les 3h30 de trajet, une bonne partie s'était déjà écoulée et dès que nous serions arrivés à Mexico, la présence de gardes et de policiers dans la gare assurerait pour un temps ma sécurité. Il y aurait, me disais-je, 2 périodes distinctes pour le retarder par des moyens diplomatiques. Si je pouvais l'amener à différer le moment où il me ferait coiffer le capuchon, ce serait autant de temps de gagner. Naturellement, je n'étais pas convaincu que cet appareil soit véritablement mortel, mais j'en savais assez sur le compte des fous pour comprendre ce qui arriverait au cas où il ne fonctionnerait pas. À sa déception viendrait s'ajouter un sens démentiel de ma responsabilité dans cet échec, qui le conduirait à faire des recherches plus ou moins approfondies pour trouver des influences correctrices. Je me demandais jusqu'où exactement allait sa crédulité et si je pouvais d'ores et déjà émettre une prophétie d'échec qui ferait que cet échec même me conférerait la qualité de voyant ou d'initié, ou peut-être même de Dieu. J'avais une teinture suffisante de mythologie mexicaine pour que cela vaille la peine d'essayer. Cependant, je devais d'abord tenter d'utiliser d'autres influences pour retarder les choses et laisser la prophétie intervenir comme une révélation subite. Si j'arrivais à me faire passer pour un prophète ou une divinité, en arriverait-il finalement à m'épargner? Pourrais-je m'en sortir comme étant Quetzalcoatl ou Huitzilopochtli? Tout pour faire traîner les choses jusqu'à 5h, heure de notre arrivée probable à Mexico. Mon premier atermoiement était le vieux truc du testament. Tandis que le maniaque recommençait à m'engager et à me presser, je lui parlais de ma famille et du mariage que je proposais de contracter. Je lui demandais à la faveur de me laisser un message sur lequel je disposerais de mon argent et de mes effets. S'il voulait bien me prêter un peu de papier et accepter de poster ce que j'allais écrire, je pourrais, disais-je, mourir plus paisiblement et avec plus de bonne volonté. Après quelques réflexions, il me donna son acceptation. Il pêcha un bloc dans sa valise, me le tendit solennellement au moment où je me rasseyais. Je sortis un crayon, en brisai adroitement la mine en le sortant, d'où un nouveau retard pendant qu'il cherchait le sien. En me le donnant, il prit mon crayon à la mine brisée et entreprit de le tailler au moyen d'un grand canif à manche de corne qui se trouvait sous sa veste, passé dans la ceinture. Évidemment, je n'aurais pas obtenu un bien grand profit à casser la mine une seconde fois. Ce que j'écris, je peux aujourd'hui difficilement me le rappeler. C'était en grande partie du charabia composé de lambeaux de littérature pris au hasard et dont je me souvenais quand je ne pouvais penser à rien d'autre. J'écrivais d'une manière aussi illisible que possible, mais sans que ce gribouillage cesse d'être de l'écriture, car je savais qu'il y avait des chances pour qu'il examine le résultat avant de commencer son expérience. Je savais comment il aurait réagi en face d'un non-sens flagrant. L'épreuve était terrible et je méritais à chaque instant de la lenteur du train. Dans le passé, j'avais souvent sifflé un galop allègre sur le tac rapide des roues sur les rails, mais à présent le tempo semblait s'être ralenti, jusqu'au rythme d'une marche funèbre, ma marche funèbre, me disais-je, avec un sourire lugubre. Ma ruse marcha, jusqu'à ce que j'aie couvert plus de 4 pages. À la fin, le fou tira sa montre et me dit que je n'avais plus que 5 minutes. Que devais-je faire ensuite? Je me hâtais de rédiger la conclusion de mon testament quand une autre idée me vint. Je terminai par un paragraphe et lui tendis les feuillets terminés, qu'il fourra négligemment dans la poche gauche de son veston. Je lui rappelai alors l'existence de mes amis de Sacramento qui seraient si intéressés par son invention. Est-ce que je ne devrais pas vous donner une lettre d'introduction pour eux? Est-ce que je ne devrais pas faire un croquis signé, une description de votre exécuteur de telle sorte qu'il vous accorde une entrevue cordiale? Ils peuvent faire de vous un homme célèbre, vous savez, et il n'est pas douteux qu'ils adoptent votre méthode pour l'État de la Californie, s'ils en entendent parler par quelqu'un comme moi,
qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. J'ai adopté cette tactique pour le cas où ces pensées d'inventeur déçu l'éloigneraient du côté religion aztèque de sa manie pour un moment. Quand il y reviendrait, me disais-je, je me lancerais dans la révélation et la prophétie. Le plan fonctionna car ses yeux brillèrent pour exprimer son assentiment empressé, bien qu'il m'ait dit qu'avec brusquerie que je devais me hâter. Il continua de vider la valise, en sortit un amas de verres et de bobines auxquelles était fixé le fil du casque, en débitant un feu roulant de commentaires trop techniques pour que je puisse les suivre, mais apparemment très plausibles et directs. Je faisais semblant de noter tout ce qu'il disait, en me demandant si cet étrange appareil était réellement une batterie d'accumulateur. Est-ce que je recevrais une légère décharge quand il appliquerait le dispositif ? L'homme parlait comme un véritable électricien. Il était certainement à son affaire quand il décrivait son invention et je pus remarquer qu'il n'était plus aussi impatient. La grisaille de l'aube qui m'apportait l'espoir rougissait déjà à travers les fenêtres, avant qu'il ait terminé, et je finis par avoir l'impression que mes chances de m'en tirer étaient devenues vraiment tangibles. Mais lui aussi voyait apparaître l'aube, et il recommença à lancer des regards furieux. Il savait que le train devait arriver à Mexico à 5 heures et il allait certainement entreprendre une action rapide si je n'arrivais pas à obnubiler son jugement par des idées absorbantes. Il se leva d'un air décidé, déposa la batterie sur le siège à côté de la valise ouverte, quand je lui rappelai que je n'avais pas tracé l'indispensable croquis. Je le priai de tenir le casque à la main de sorte que je puisse le faire figurer à côté de la batterie. Il se rassit en rechignant et m'exhorta plusieurs fois à me hâter. Au bout d'un moment, je m'arrêtai pour lui demander un renseignement, m'enquérir de la façon dont la victime était placée pour l'exécution et comment on la maîtrisait quand il lui arrivait de se débattre. Eh bien, le criminel est étroitement ligoté à un poteau. Qu'il remue plus ou moins la tête, cela n'a pas d'importance, car le casque s'adapte étroitement et serre encore davantage quand le courant passe. Nous tournons la manette lentement, vous voyez, ici. C'est un dispositif soigneusement conçu et composant un rhéostat. Les terres labourées et des maisons apparaissant de plus en plus nombreuses à la lumière de l'aube indiquaient que nous approchions enfin de la capitale. Mais je dois dessiner le casque en place sur une tête humaine aussi bien qu'à côté de la batterie. Ne pourriez-vous pas le coiffer un instant pour me permettre de le dessiner sur votre tête ? Les journaux aussi bien que les personnes officielles demanderont tout cela et ils tiennent absolument à ce que tout soit complet. J'avais par chance touché un point plus sensible que je n'avais prévu, car en entendant parler de journaux, les yeux du fou se remirent à briller. Les journaux. Oui, que diable, vous pouvez même obtenir des journaux qui m'écoutent. Ils se sont tous moqués de moi et n'ont pas voulu imprimer un mot. Allons, dépêchons, pas une seconde à perdre. Et à présent qu'ils soient maudits, ils imprimeront des images. Je reverrai votre coquille pour le cas où vous auriez commis quelque erreur. Il doit être exact à tout prix. La police vous trouvera ensuite, elle dira comment ça fonctionne. Un article de Associated Press, confirmé par votre lettre. Gloire immortelle. Dépêchez-vous, je vous dis. Dépêchez-vous, que diable! En approchant de la ville, la voie devenait plus mauvaise. Le train accusait du roulis et de temps en temps nous étions secoués d'une façon déconcertante. Ce fut pour moi une excuse pour casser encore une fois la mine du crayon. Et le maniaque me tendit naturellement le mien, qu'il avait taillé entre-temps. Mon premier stock de ruses était prêt d'être épuisé et je sentais que dans peu d'instants, j'allais être obligé de me prêter à la pose du casque. Nous nous trouvions encore à un bon quart d'heure du terminus et le moment n'était pas loin où je devais orienter mon compagnon vers l'aspect religieux de la question et lancer la divine prophétie. Je rassemblais les bribes de mythologie nahuanne-aztèque que je pouvais connaître. Je jetai soudain crayon et papier pour me mettre à psalmodier. Ia, Tlokenawake, toi qui contiens tout et toi-même, toi aussi Ipalnemoan, par qui nous vivons, j'entends, je vois. Serpent qui porte l'aigle, salut, un message, Huitzeli Pochli, ton tonnerre se répercute dans mon âme. Devant ces invocations, le maniaque regarda d'un air incrédule à travers son étrange masque. Son beau visage refléta la surprise et la perplexité qui laissèrent bientôt la place à l'inquiétude. Son esprit parut cesser un instant de fonctionner pour repartir sur un autre plan. Il leva les mains et entonna son chant comme dans un rêve. Mictlanteotli, Seigneur insigne,
Un signe de l'intérieur de ta caverne sombre. Ia Tonatiuh Mesli, Cthulhu, ordonne, et j'obéirai. » Dans tout ce charabia, il y avait un mot qui faisait vibrer dans ma mémoire une corde étrange. Parce qu'on ne le rencontre jamais dans aucun texte imprimé concernant la mythologie mexicaine. Je l'avais pourtant entendu par hasard plus d'une fois dans la bouche de péons travaillant dans les mines de Tlaxcala, appartenant à ma firme. Il semblait appartenir à un rituel excessivement secret et antique, car il existait des réponses caractéristiques qu'on devait faire à voix basse. Je les avais entendues de temps à autre et elles étaient inconnues de ceux qui étudient dans les universités. Ce maniaque devait avoir passé beaucoup de temps avec les péons des collines et les Indiens, comme il le disait, car ces formules non écrites ne pouvaient pas avoir été trouvées dans les livres. En me rendant compte de l'importance qu'il devait attacher à ce jargon doublement ésotérique, je décidai de l'attendre à son point le plus vulnérable et de lui faire les réponses en jargon qu'utilisaient les indigènes. Ia Halie, Cthulhu Fatang, Nigurat Hieg, Iog Sotot. Mais je n'eus jamais l'occasion de terminer. Transporté dans un état d'épilepsie religieuse par la réponse exacte que son subconscient n'attendait probablement pas réellement, le fou tomba à genoux par terre, baissa à plusieurs reprises sa tête coiffée du casque de fil en la tournant à gauche et à droite. À chaque rotation, ses sauts se faisaient plus accentués et je pouvais entendre sortir de ses lèvres écumantes, sur un ton monocorde qui s'enflait rapidement, cette simple syllabe. Tu. Je m'aperçus que j'avais dépassé mon objectif. Ma réponse avait libéré en lui une folie croissante qui allait, avant que le train n'ait atteint la gare, le mener au point où l'on met à mort. Tandis que l'amplitude de ses mouvements rotatifs s'augmentait progressivement, le mot qui subsistait dans le cordon de son casque ne cessait naturellement pas de diminuer. À présent, en proie à un délire extatique qui lui faisait tout oublier, il se mit à décrire des tours complets si bien que le cordon s'enroula autour de son cou et commença à tirer sur ses connexions avec la batterie, posée sur le siège. Je me demandais ce qu'il ferait lorsque l'inévitable se produirait et que la batterie se trouverait entraînée sur le sol et probablement détruite. Alors, soudain, ce fut le cataclysme. La batterie, lancée par-dessus le bord de la banquette par une dernière gesticulation du maniaque à l'apogée de sa crise, tomba en effet, mais elle ne parut pas s'être complètement brisée. Non, d'après ce que mon œil put saisir en un instant trop fugitif, c'était le rhéostat qui avait subi le véritable choc, si bien que la manette fut instantanément placée à la position correspondant au courant maximum. Et ce qu'il y avait de merveilleux, c'est qu'il y avait vraiment du courant. L'invention n'était pas le simple produit d'une imagination démentielle. Je vis une lueur aveuglante d'un bleu d'aurore boréale. J'entendis un ululement déchirant plus affreux que tous les cris qui avaient pu être poussés au cours de ce voyage dément, horrible. Je sentis l'odeur nauséabonde de la chair grillée. C'était tout ce que pouvait supporter ma conscience exténuée, et je sombrai immédiatement dans l'oubli. À Mexico, quand le chef de train me rappela à la conscience, je trouvai une foule rassemblée sur le quai, autour de la porte de mon compartiment. Comme je poussai un cri involontaire, les visages qui se pressaient aux alentours prirent un air curieux et dubitatif, et je fus heureux que le chef de train écarte tout le monde, à part le docteur tiré à 4 épingles, qui se frayait un passage jusqu'à moi. Mon cri était tout à fait naturel, et il avait été déclenché par quelque chose de plus que le spectacle bouleversant du sol du wagon, tel que je m'attendais à le trouver. Ou bien devrais-je dire par quelque chose de moins, parce qu'en vérité, il n'y avait absolument rien par terre. Et il n'y avait rien, dit le chef de train, lorsque, ayant ouvert la portière, il m'avait trouvé inanimé à l'intérieur du compartiment. Mon billet était le seul qui eût été vendu pour ce compartiment, et j'étais la seule personne qu'on y ait trouvée. Moi et ma valise, rien de plus. J'avais été seul pendant tout le voyage, depuis Querétaro. Chef de train, médecin, spectateurs se touchèrent le front d'un air significatif, en réponse aux questions dont je les pressais avec insistance. Tout cela n'avait-il été qu'un rêve, ou bien étais-je vraiment fou? Je me rappelais mon anxiété et mes nerfs surmenés et je frissonnais. Grâce à l'employé et au médecin, je me libérai de la foule des curieux et je pris un fiacre en chancelant et me fis conduire à la Fonda Nationale. Après avoir télégraphié à Jackson et à la mine, je dormis jusque dans l'après-midi pour essayer de me remettre d'aplomb. Je m'étais fait réveiller à 1 heure, à temps pour prendre le chemin de fer à voie étroite conduisant à la mine.
Mais en me levant, je trouvais un télégramme sous ma porte. Il était de Jackson et m'annonçait que le matin même on avait trouvé Feldon mort dans la montagne. La nouvelle était arrivée à la mine vers 10 heures. Les papiers étaient en sécurité et le bureau de San Francisco avait été mis au courant. Ainsi, tout ce voyage, cette hâte énervante, ce supplice mental éprouvant, avait été inutile. Sachant que Macomb s'attendrait à recevoir un rapport direct de moi malgré la tournure prise par les événements, j'envoyai pour m'annoncer un nouveau télégramme et je pris tout de même le chemin de fer à voie étroite. 4 heures plus tard, dans un bruit de ferraille, j'étais jeté à la gare de la mine numéro 3, où Jackson m'attendait pour me souhaiter la bienvenue. Il était tellement absorbé par l'affaire de la mine qu'il ne remarqua pas mon air tout secoué et flappy. Le récit du directeur fut bref. Il le fit en me conduisant à la cabane où gisait le corps de Feldon, en haut de la colline, au-dessus de l'Arastra. D'après ce qu'il m'a dit, Feldon avait toujours été un personnage étrange, sombre, même lors de son engagement 1 an auparavant. Il travaillait à un dispositif mécanique secret, se plaignait d'être continuellement espionné. Il était une familiarité déplacée avec les travailleurs indigènes. Mais il connaissait certainement le travail, le pays et les gens. Il faisait de longs trajets à l'intérieur des collines, là où habitaient les péons, et prenait même part à certaines de leurs cérémonies païennes ancestrales. Il faisait allusion à des secrets inquiétants, à d'étranges pouvoirs, aussi souvent qu'il se vantait de son habileté de mécanicien. Dernièrement, son état s'était rapidement détérioré. Il était devenu soupçonneux vis-à-vis de ses collègues, à un degré maladif. Et sans aucun doute, lorsque ses fonds furent bas, il devint le complice de ses amis indigènes dans les vols de minerais. Il avait besoin de sommes d'argent d'importance suspecte pour une raison ou pour une autre. Il recevait constamment des envois de laboratoires et de fournisseurs de machines de Mexico et des États-Unis. Quant à sa disparition finale avec toutes les archives, c'était seulement une vengeance pour ce qu'il qualifiait d'espionnage. Il était certainement tout à fait fou, car il avait traversé le pays pour gagner une caverne secrète sur le versant sauvage de la Sierra de Malinche, où aucun blanc n'habite, et avait fait des choses étonnamment curieuses. Cette caverne, qu'on n'aurait jamais découverte sans la tragédie finale, était pleine de vieilles idoles aztèques hideuses et d'autels. Ceux-ci étaient couverts d'ossements noircis provenant de sacrifices récents et d'une nature suspecte. Les indigènes ne voulaient rien dire, en vérité ils juraient de ne rien savoir, mais il était facile de voir que cette caverne était un ancien lieu de rendez-vous pour les leurs, et que Feldon avait participé dans la plus large mesure à leur pratique. L'endroit n'avait été découvert par ceux qui procédaient aux recherches qu'à cause de chants psalmodiés et du cri final. Il était tout près de 5 heures ce matin-là, et après avoir campé toute la nuit, le détachement avait commencé à faire ses paquets et à se préparer aux rentrées aux mines les mains vides. Alors quelqu'un avait entendu dans le lointain de vagues rythmes et avait compris que l'un des pernicieux chants rituels indigènes anciens était hurlé d'un endroit du désert sur le versant de la montagne en forme de pain de sucre. Ils entendirent les mêmes noms d'autrefois, Mictlantecuhtli, Tonaniu Mesli, Cthulhu, R'lyeh et tous les autres. Mais la chose curieuse, c'était que quelques mots anglais s'y trouvaient mêlés. Du véritable anglais d'homme blanc et non pas l'argot de métèque. Se guidant d'après ce bruit, il s'était hâté de gravir le versant de montagne embroussaillé qui y menait lorsque, après une accalmie, le hurlement avait repris tout près d'eux. C'était une chose terrible. Aucun d'entre eux n'en avait jamais entendu de pire. Il semblait y avoir aussi de la fumée. On sentait une odeur âcre et malsaine. Quand ils tombèrent sur la caverne, son entrée était obstruée par un écran de broussailles, des prosopices, mais elle laissait à présent sortir des nuages d'une fumée fétide. L'intérieur était éclairé, l'affreux hôtel et les images grotesques apparaissaient à la lueur clignotante de chandelles qui devaient avoir été changées moins d'une demi-heure auparavant, et sur le sol recouvert de cailloux gisait l'horreur qui avait fait reculer la foule. C'était Feldon, la tête brûlée jusqu'à en être calcinée par un étrange dispositif qui lui était glissé dessus, une sorte de cage en fil métallique, reliée à une batterie d'accumulateurs plutôt détériorée, qui était visiblement tombée d'un vase d'hôtel voisin pour atterrir sur le sol. En voyant cela, les hommes échangèrent des coups d'œil en pensant à l'exécuteur électrique que Feldon s'était toujours vanté d'avoir inventé. Cette chose que tout le monde avait rejetée, mais en s'efforçant de la piller et de la copier. Les papiers étaient en sécurité dans la valise de Feldon, placée à côté, ouverte, et 1 heure plus tard, la colonne de secours repartait vers le numéro 3 avec un fardeau macabre sur un brancard improvisé.
C'était tout. Mais c'était assez pour me faire pâlir et défaillir tandis que Jackson me faisait passer devant l'Arastra pour gagner la cabane où gisait, disait-il, le corps. Car je n'étais pas dépourvu d'imagination, et je ne savais que trop bien dans quel cauchemar infernal cette tragédie s'encastrait, en quelque sorte. Je savais ce que je verrais derrière la porte entrebâillée autour de laquelle les mineurs curieux se rassemblaient, et je ne bronchais pas quand mes yeux aperçurent la forme du géant, les vêtements grossiers en velours côtelé, les mains étrangement délicates, les mèches de barbe brûlée, et la machine infernale elle-même, la batterie légèrement endommagée, le casque noirci par la combustion de ce qui se trouvait à l'intérieur. La grande valise gonflée ne me causa aucune surprise, et je ne réagis que devant deux choses. Les deux feuilles de papier pliées qui sortaient de la poche gauche du mort. À un moment où personne ne regardait, je tendis la main et me saisis de ces deux papiers qui ne m'étaient que trop familiers, et je les chiffonnai dans ma main sans oser regarder l'écriture. Je ne puis que regretter aujourd'hui qu'une sorte de peur panique, mais cette nuit-là poussait à les brûler en détournant les yeux. Ils auraient donné la preuve de quelque chose, ou de son contraire, mais à ce point de vue, j'aurais encore pu en obtenir une autre en posant des questions au coroner au sujet du revolver qu'il prit ensuite dans la poche droite de cette veste qui bâillait. Je n'ai jamais eu le courage de l'interroger parce que, après la nuit passée dans le train, mon propre revolver avait disparu. En outre, le crayon que j'avais dans ma poche portait des traces d'une taille grossière et hâtive, très différente de celle fort précise que j'avais obtenue le vendredi après-midi grâce à la machine qui se trouvait à bord du wagon privé du président McComb. Finalement, je rentrais chez moi toujours perplexe, ce qui était peut-être un bienfait. Quand j'arrivai à Querétaro, le wagon privé était réparé, mais je ne fus vraiment soulagé qu'en traversant le Rio Grande pour arriver dans El Paso et entrer aux États-Unis. Le mariage différé fut célébré la semaine suivante. Quant à ce qui s'est réellement passé au cours de cette nuit, comme je l'ai dit simplement, je n'ose pas faire d'hypothèse à ce sujet. Au départ, ce Feldon n'avait pas toute sa raison, et il avait entassé sur cette folie toutes sortes de traditions aztèques préhistoriques sur la sorcellerie que personne n'a aucun droit de connaître. Il était réellement un génie de l'invention, et cette batterie devait être quelque chose de sérieux. Je l'ai appris par la suite que dans les années passées, il avait été mis à l'écart par la presse, le public et les potentats de l'industrie. Trop de déception. Cela ne vaut rien pour une certaine catégorie d'hommes. De toute façon, une combinaison d'influences peu orthodoxes intervenait. À propos, il avait vraiment été soldat, sous les ordres de Maximilien. Lorsque je raconte mon histoire, la plupart des gens me traitent de menteur. D'autres la rattachent à de la psychopathologie. Et Dieu seul sait à quel point j'étais en effet malade d'épuisement. Tandis que d'autres parlent d'une sorte de projection astrale. Le zèle que j'ai mis à vouloir rejoindre Feldon a certainement envoyé mes pensées devant moi dans sa direction. Et avec toute cette magie indienne, il a dû être le premier à le reconnaître et à le capter. Était-il dans ce wagon de chemin de fer ou bien étais-je, moi, dans cette caverne, sur la montagne hantée, à la forme de cadavre? Que me serait-il arrivé si je ne l'avais pas retardé, comme j'ai réussi à le faire? J'avoue que je n'en sais rien, et je ne suis pas sûr d'avoir envie de le savoir. Je ne suis jamais retourné au Mexique. Et comme je l'ai dit en commençant, je n'aime pas entendre parler d'exécution sur la chaise électrique.